physiquement indépendants. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais faire la procédure habituelle que vous connaissez. J'ai mon double mutant 12 que je croise par la souche sauvage. J'obtiens mon diploïde. Mon diploïde, il est donc A-B- sur A plus B+, ou A- sur A+, B- sur B+. On peut le noter comme on veut, à ce niveau-là, avec 3 petits points pour séparer le A du B, parce qu'on ne sait pas vraiment comment... si les deux gènes sont liés ou pas. Donc, encore une fois, on peut le noter différemment, hein, le diploïde. On peut aussi le noter A- sur A+, 3 petits points, et moins sur B+. Oui, je vous écoute. Je suis désolée, je préfère vous poser la question maintenant. À propos des génotypes, je voulais savoir pourquoi la réponse AA en italique, elle est fausse, alors que quand je regarde le cours, C'était entre crochets, non? Je revérifie. Ouais, tout était entre crochets pour les génotypes. Ouais. Ah, c'est pour ça, c'était des parenthèses. Oui, entre crochets, ce sont les phénotypes. D'accord, merci beaucoup. Les génotypes, ils sont entre parenthèses. De temps en temps, on ne met même rien, on note juste le génotype sans mettre entre parenthèses. C'est mieux de le mettre entre parenthèses, mais c'est admis de ne pas mettre de parenthèses. Alors que les phénotypes, il faut vraiment toujours les mettre entre crochets. D'accord, merci beaucoup. D'ailleurs, pour ce genre de questions en particulier, c'est vraiment pas facile à voir, hein, en italique ou pas pour certains. Ouais, c'était compliqué, mais je n'ai pas trop piégé là-dessus normalement. C'est-à-dire que je n'avais pas fait de questions qui étaient juste à part pour l'italique. Elles étaient doublement fausses, celles où il y avait de l'italique. Elles étaient fausses parce qu'il y avait les parenthèses et parce qu'il y avait l'italique. Je ne vous ai pas fait de phénotype en italique, par exemple. Ok, donc continuons. Donc, mon double mutant, A-B-, je le croise par ma souche sauvage, j'obtiens le diploïde qui va me permettre de faire le test de dominance récessivité. On l'a dit tout à l'heure, il est phénotype histidine plus, donc on sait que ce phénotype histidine plus il est dominant par rapport au phénotype histidine moins. Et je vais induire la sporulation de ce diploïde. Ça va me donner 4 spores différents. 4 spores différentes, des A-B-, des A plus B+, c'est-à-dire des spores parentales, et puis des recombinés, des A-B+, et des A plus B-. Okay, et la fréquence de ces différents types de spores sera dépendante de la distance et ou de la liaison génétique et physique entre ces deux gènes. Autrement dit, si les deux gènes sont génétiquement indépendants, qu'ils soient physiquement ou non indépendants, à partir du moment où ils sont génétiquement indépendants, la fréquence de gamètes recombinés, de spores recombinés en l'occurrence, ce sera 50%. Donc, ça veut dire que R il sera égal à 0,5. Et donc, je vais fermer ma porte. Excusez-moi parce que j'ai mon fils qui est à la maison parce que sa maîtresse est malade. Voilà, les joies de la Covid. Non, c'est pas un chien que vous entendez, c'est mon fils, ça va d'accord. C'est sympa, vous confondez les chiens et les enfants. Les chiens, c'est sage. C'est la grosse différence entre les deux. Vous connaissez la parole de Coluche? Ils ont eu un enfant parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de chien. Non, ça ne vous dit rien? Vous êtes trop jeune pour connaître ça. Non, c'est pour rigoler, évidemment. Ouais, il est grand quand même, il a 6 ans, hein, mais il joue, et il est loin, donc bon. Alors, donc je vous disais, R, il va être égal à 0,5 quand votre fils aboie, Kevin. Non. R, quand R est égal à 0,5, ça veut dire que les deux gènes, ils sont très éloignés. Hein, donc la distance, elle est égale à R fois 100, donc c'est 50 unités de recombinaison. Donc on aura une distance ici avec un R égale 0,5, ça fait 1 moins R qui est égal à 0,5, ça fait 0,5 divisé par 2, 1 quart. Pareil pour celui-ci. Et là, 0,5 divisé par 2, 1 quart aussi. Donc si mes deux gènes sont indépendants, ben, j'aurai 1 quart de chaque génotype. Et donc 3 quarts de histidine moins, 1 quart de histidine plus. OK? Jusqu'ici, tout va bien. Si maintenant mes deux gènes
sont... je vais le noter quand même. Donc, si je vous mets génétiquement indépendant, ça veut dire que R est égal à 0,5. Donc, chaque génotype a une fréquence d'un quart. Donc ça, c'est le cas génétiquement indépendant. Si maintenant, les deux gènes sont génétiquement liés, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir R inférieur à 0,5 strictement. Et donc, je vais avoir des gamètes parentaux ou des spores parentales plus fréquentes. Que les spores recombinés. Okay. Et on peut avoir au minimum un R égal à 0. Et si les deux gènes, ou si les deux mutations sont, on va le mettre comme ça plutôt, si les deux mutations sont extrêmement proches, alors R tend vers 0. Et il y a extrêmement peu de spores recombinés. Okay. Vous voyez qu'on retrouve toujours les mêmes concepts. Hein. J'invente rien, il n'y a rien de nouveau sur cette diapo. Je resitue juste ce qu'on a vu précédemment. Tout ce que me dit le test le TCF, c'est que c'est un double mutant. Et j'en suis sûr. C'est-à-dire que précédemment, ce que je vous avais présenté sur la levure, je vous avais dit, si on a un double mutant URA-, mais en fait, je peux avoir des URA+ qui apparaissent, mais je ne peux pas être sûr que s'il faut 200 000 spores pour distinguer, pour observer. Là, avec le test de complémentation fonctionnelle, je sais que ce n'est pas dans le même gène. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir de la recombinaison. Avec ce test, je sais si mes deux mutations sont dans le même gène ou pas. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, parce que ça, c'est un élément qui est important. Okay. On pourrait remonter sur ce que je vous avais raconté précédemment. Là. Excusez-moi, monsieur. Ouais, je vous excuse. Est-ce que vous pouvez juste répéter ce que c'est R? R, c'est la fréquence de gamètes recombinés ou de spores recombinés. Ok, merci. Donc voilà, je repartais de cet exemple. Alors, excusez-moi, j'ai dit URA+, c'était URA-, c'était l'égal moins. Vous vous rappelez, on avait vu la semaine dernière, ou lundi plutôt, on avait l'impression, on n'avait que des égal moins, donc on se disait, bon, bah, A et B, quand je fais mon diploïde, j'obtiens des A plus sur A plus B moins, et j'obtiens que d'égal moins, donc ça veut dire qu'en fait, A et B, c'est le même site qui est muté. Et puis non, en augmentant le nombre de spores, on arrivait à avoir des gal plus qui apparaissaient, ce qui démontrait que ce n'était pas le même site qui était muté. Et donc, on pouvait en déduire que A et B, ils portaient bien des mutations différentes. Ah, ça bug? Attendez, je me branche en filaire. J'espère que personne n'a le mal de mer quand je fais ça. Hop. Voilà, le réseau devrait être un peu plus stable. Donc, je vous disais que quand on avait 1000 spores, on n'arrivait pas à voir apparaître de gal plus, mais quand on avait 200 000 spores, on arrivait à voir apparaître d'égal plus, ce qui nous permettait de calculer une distance génétique, vous voyez, 0,012 unités de recombinaison, mais on ne savait pas si ces deux sites mutés, chez les deux mutants, étaient dans le même gène ou pas. Eh bien, grâce au test de complémentation fonctionnelle,
là, je travaille par unité de fonction, par gène, et on a bien avancé. Hein. Voilà. Et là, je vais avoir l'information. Okay, à partir du moment où je vois apparaître des histidines, où j'ai une distance génétique que je peux calculer. Non, ça c'est la distance génétique, excusez-moi. Ce n'était pas ça que je voulais vous dire. Ce qui m'intéresse là, c'est cette étape-là où mon test de complémentation fonctionnelle me dit le mutant 12, il est muté dans le même gène que le mutant 3 et dans un même gène que le mutant 3 et dans un même gène que les mutants 1 et 2. Donc, il fait partie de 2 groupes de complémentation. Donc, c'est bien un double mutant, il est bien muté dans 2 gènes. Okay, et ce n'est pas 2 mutations dans un même gène, ce n'est pas possible parce que sinon, il ne serait pas dans 2 groupes de complémentation différents. OK. Vous pourrez reprendre la notion après. Donc, si R est proche de 0, alors on peut dire que les gènes sont physiquement… Ah ben non, ils sont physiquement liés. Quand c'est génétiquement lié, Romain, c'est toujours physiquement lié. Génétiquement lié, ça veut dire qu'il y a peu de crossing over entre les 2 sites. OK? Donc, c'est qu'ils sont forcément sur le même chromosome. Et proches. Génétiquement indépendants, ils sont soit sur le même chromosome et éloignés, il y a tout le temps des crossing over, enfin très souvent des crossing over entre les 2 sites. Et s'ils sont physiquement liés, il n'y a pas besoin de crossing over pour avoir 50% de recombinance, 50% de parentaux, puisque l'alignement sur le long de la plaque métaphasique est suffisant, et va expliquer cette répartition. Okay, donc, quand c'est physiquement indépendant, c'est génétiquement indépendant. Et quand c'est génétiquement lié, c'est physiquement lié. La question, là où on a des points d'interrogation, c'est quand c'est génétiquement indépendant, ça peut être physiquement indépendant ou physiquement lié. Il y a les 2 cas possibles. Ça, je vous l'avais déjà mis par le passé. Donc, pour revenir à nos moutons, je vais essayer d'effacer ce que j'ai écrit. Hop. Voilà. Si la liaison génétique est forte, 1 moins R sur 2, et ce n'est pas 1 moins R sur 2, c'est 1 moins R divisé par 2, c'est la fréquence des histidines plus. Et la fréquence des histidines moins, c'est 1 moins R sur 2 plus R sur 2, ça fait 1 demi, plus R sur 2, donc ça fait 1 plus R sur 2. Ça, c'est la fréquence des histidines moins. Quand R, il tend vers 0,5, 1 moins R sur 2 et 1 plus R sur 2 tendent vers 1 demi chacun. Par contre, si les 2 sites… qu'est-ce que je vous dis comme bêtise? Oui, c'est ça. Quand la liaison génétique est forte, R tend vers 0. Donc, on a 1 moins R sur 2 et 1 plus R sur 2 qui tendent vers 1,5. Et si, par contre, les 2 sites génétiques sont très éloignés et donc sont génétiquement indépendants, alors on observe un ratio 3 quarts, 1 quart. C'est-à-dire que R va être égal à 0,5. Donc, ici, ça va nous faire 1 demi divisé par 2, 1 quart. Et là, 1 plus 1 demi, ça fait 1,5 divisé par 2, ça nous donne 3 quarts. OK? Donc, le 3 quarts, 1 quart qu'on attend quand on a un seul gène impliqué. Sauf que là, on a 2 gènes, c'est ce que nous a montré le TCF. Donc, voyez bien la différence entre calculer une distance génétique qui va nous donner des informations de distance. Est-ce que les 2 gènes ils peuvent être sur le même chromosome? Est-ce qu'ils sont obligatoirement sur le même chromosome ou est-ce qu'on n'a pas l'info? Est-ce qu'ils sont proches ou pas physiquement? Et puis, le TCF qui a une autre information, qui n'est pas un calcul de distance, de liaison, etc., qui nous dit juste le nombre de… s'il y a plusieurs gènes de mutés concernant le caractère qui nous intéresse, pour le phénotype qui nous intéresse, et surtout, ça on pourrait l'avoir un peu autrement, mais surtout, est-ce que les deux mutants sont mutés dans un même gène? Oui, ou c'est pas un fantôme, c'est bien mon fils qui joue, je ne sais pas ce qu'il fait, mais bon. Il est avec des Legos là. Excusez-moi, monsieur. Ouais. En fait, moi, j'ai pas trop compris les cas où il fallait faire 1 moins R et 1 plus R. Vous voyez, là, vous avez la fréquence des gamètes. Donc, les gamètes parentales, les gamètes parentaux, les spores parentales, elles ont une fréquence de 1 moins R sur 2. Ça va? Oui. R, c'est la fréquence de recombinant, hein, pour ceux qui demandent. Et je vois Mohamed qui demande ce que c'est que R. R, c'est la fréquence de recombinant.
Hein, si vous voyez les A moins B++ plus les A plus B moins, c'est égal à R. C'est R sur 2 pour chaque. Hein, si vous faites R sur 2 plus R sur 2, ça fait R. Et donc, si vous regardez le phénotype IS+, ça concerne que les spores A plus B+. Donc, leur fréquence, c'est 1 moins R sur 2. Et par contre, les histidines moins, c'est les A moins B moins, les A moins B+, et les A plus B moins. Donc, c'est 1 moins R sur 2 plus R sur 2 plus R sur 2. Donc, ça fait 1 plus R sur 2. C'est bon? Oui, merci, monsieur. OK. OK. Comment on met à profit la complémentation fonctionnelle pour sélectionner les diploïdes? C'est ça qui vous manquait dans vos schémas où on faisait le protocole pour sélectionner des diploïdes. Je vous disais, on met ça sur un milieu qui permet de sélectionner des diploïdes. Alors, la question, c'est que des physiquement liés de Romain. Oui, là, c'est physiquement lié puisqu'il y a une distance génétique inférieure à 50 unités de recombinaison. En fait, c'est parce que j'ai compris pour la diapo d'avant, si la liaison génétique est forte ou si les deux sont indépendants, tout ça, c'est que si les deux gènes sont physiquement indépendants. Alors s'ils sont physiquement indépendants, il ne peut pas avoir de liaison génétique forte. Ah oui, c'est forcément lié. OK. Ouais. Par contre, si les deux loci sont génétiquement, là j'aurais dû mettre génétiquement, si les deux loci sont génétiquement indépendants, qu'ils soient physiquement liés ou physiquement indépendants, peu importe, on observe ce ratio de 3 quarts, 1 quart. Puisque ça vient directement de cette formule. Et quand les deux loci sont génétiquement indépendants, R est égal à 0,5. Et quand il y a une liaison génétique, R est inférieur à 0,5. OK? D'accord, merci. Ouais, je vous en prie. OK, donc je reviens à la diapo d'après. Qu'est-ce qu'on va faire, en fait, quand on va vouloir sélectionner des diploïdes? En fait, chez nos diploïdes, même s'ils sont histidines moins, on va rajouter une mutation qui confère un phénotype qui est récessif par rapport au phénotype sauvage et qui va affecter un autre caractère. Donc, par exemple, on va prendre une mat A qui est histidine moins, mais aussi trip moins, et une mat alpha qui sera ura moins, en plus d'être histidine moins. Okay, donc, mon mutant 1, je vais introduire dans ce mutant une mutation qui va le rendre trip moins, et mon mutant 3, je vais ajouter dans son génome une mutation qui est ura moins. Comment je fais ça? Tout simplement en faisant des croisements. Hein. C'est un petit peu long, mais on peut le tester assez facilement. On peut partir d'un mutant qui est ura moins, qu'on croise par un mutant histidine moins, on récupère des diploïdes, on fait faire une sporulation, et on récupère les spores qui sont ura moins, is moins. Et donc, c'est eux, après, qu'on va utiliser pour croiser par ce mutant-là qu'on aura généré de manière similaire. Et donc, je vous l'ai bien mis ici, hein, utilisation de marqueurs qui sont dits récessifs, c'est-à-dire le phénotype qu'ils confèrent est récessif par rapport au phénotype sauvage. Et du coup, dans mon milieu ici, je vais mettre, alors évidemment, je vais les cultiver sur du M0 trip plus histidine, ou M0 plus uracile plus histidine ici. Et dans mon milieu où je vais les croiser, je vais avoir du tryptophane, de l'uracile, de l'histidine, pour que les haploïdes et le diploïde puissent croître. Mais par contre, quand je vais mettre une partie de ce milieu sur boîte de Petri pour sélectionner les diploïdes, là, je ne vais pas mettre de tryptophane, je ne vais pas mettre d'uracile sur le milieu, je vais mettre juste de l'histidine. Ce qui fait que je contre-sélectionnerai les haploïdes. Les haploïdes ne seront pas capables de former des colonies. Ils n'en seront pas capables. Pourquoi? Parce que les haploïdes sont tryptophane moins, je n'ai pas de tryptophane dans le milieu, donc ils ne peuvent pas former les maths A ne peuvent pas former de colonies. Les maths alpha, ils sont ura moins et je n'ai pas d'uracile dans le milieu, donc ils ne sont pas capables de former de colonies non plus. Donc vous voyez qu'ici, ce croisement, ici j'ai un milieu très riche qui permet à tout le monde de former de proliférer, les haploïdes comme les diploïdes, et après je sélectionne uniquement les diploïdes. Je sélectionne ces diploïdes sans sélectionner, en faisant attention d'avoir la possibilité de les faire proliférer, qu'ils soient histidine moins ou histidine plus, donc je rajoute de l'histidine. Et après, je ferai une réplique sur milieu M0 pour voir si le diploïde il est histidine moins ou histidine plus. Okay, on retombe sur le protocole habituel.
Okay. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Pas de commentaire, c'est que ça... Bof, dit Zoé. J'interprète ça comme bof. Ok, donc là, on voit le truc ici, la conclusion ici. Alors, hop, je vais prendre un petit code couleur. Ok, mon mutant haploïde MATA, il est là. Ok, il est en rouge. Pour pouvoir croître, comme il est tryptophane moins, il faut que je mette du tryptophane. Comme il est histidine moins, il faut que je mette de l'histidine. Zoé, on est d'accord jusque-là. Je veux qu'il puisse survivre dans le milieu de croisement de manière à ce qu'il puisse former des diploïdes. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans le milieu, je mets du tryptophane et de l'histidine. Et puis, mon autre haploïde, par lequel je le croise, l'autre mutant histidine moins, et ura moins, donc je vais lui donner de l'uracile et de l'histidine pour qu'il soit capable de former des colonies. Et là aussi, je veux qu'il soit capable de survivre dans le milieu de croisement. Okay, donc, je lui donne uracile, histidine. Donc, vous voyez que le milieu, il permet bien aux deux haploïdes de survivre et aux diploïdes. Comme trip- et ura- sont des phénotypes qui sont récessifs par rapport à trip+ et ura+, en tout cas pour les mutations que j'utilise ici, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici des diploïdes qui seront... Alors, vous savez quoi? Je vais noter les génotypes maintenant. Ouf. On va dire que celle-ci, elle est mutée dans le gène IS3, on va dire. Elle est IS3-, et elle est URA2-, mutée dans un des gènes de la voie de biosynthèse de l'uracile, et ce gène s'appelle URA2. Okay, mais le levure étant, alors je ne sais pas si ces gènes sont liés d'ailleurs, physiquement, ce que je voulais vous dire, je ne sais plus. Okay, c'est pas grave. Ça, c'est... Ah, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait? Qui êtes-vous? Il faut que je recommence. Je voulais mettre en italique, mais j'ai raté mon coup. Donc, j'ai dit IS3 moins URA2 moins. Est-ce que je peux mettre ça en italique ou pas? Non, je n'ai pas la possibilité de mettre en italique dans ce logiciel. OK. Donc, je ne vais pas mettre en italique, excusez-moi. On va changer de couleur. Paf. Et ici, ce mutant-là, il est muté dans le gène IS1. IS1 moins. Et dans le gène TRIP1, par exemple. TRIP1 moins. OK. Donc, mon diploïde, il va être quoi? Il va être... Si IS1 et IS3 ne sont pas le même gène, ils vont être IS1 moins sur IS1 plus, 3 petits points, IS3 moins sur IS3 plus, je ne sais toujours pas s'ils sont sur le même gène, URA2 moins sur URA2 plus, et il me manque TRIP1 moins sur TRIP1 plus. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Hop. On voit que mon diploïde, il a récupéré une copie. Alors, je ne vous ai pas fait trop le code couleur, mais est-ce que je peux le modifier après? Je ne sais pas. Ah non, il me change tout, cet idiot. Bon, donc je ne peux pas vous faire ce qui vient de la souche MATA et ce qui vient de la souche MAT alpha. Ce n'est pas possible avec ce logiciel. Ce n'est pas très grave. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a IS1- ici qui vient de la MAT A. La MAT alpha, elle est forcément IS1+,
puisque si chacune est un simple mutant, évidemment, comme elles ne sont pas dans le même groupe de complémentation, les mutants, comme les mutants 1 et 3 ne sont pas dans le même groupe de complémentation, forcément, ils sont mutés dans des gènes différents. Donc, le mutant 3, il apporte une copie sauvage de IS1, mais il apporte la copie mutée du gène IS3, mais comme ils ne sont pas mutés dans le même gène, ça veut dire que le mutant 1, il est IS3+. Okay, donc, je vais avoir de la complémentation fonctionnelle pour IS1, de la complémentation fonctionnelle pour IS3. Je vais avoir de la complémentation fonctionnelle aussi pour URA2, puisque cette souche MAT-alpha, elle est URA2-, mais l'autre, la MAT-A, elle est URA+, donc elle est URA2+. Et pareil pour TRIP1-, TRIP1+, TRIP1- venant du mutant 1 et TRIP1+ venant du mutant 3. Donc, vous voyez que j'ai de la complémentation pour tout. Et donc, comme j'ai déjà le résultat de ce croisement M1 par M3 grâce à mon tableau précédent, je sais qu'ils ne sont pas dans le même gène, donc je sais que j'ai de la complémentation. S'ils avaient été mutés dans le même gène, qu'est-ce que j'aurais attendu? J'aurais eu IS1- sur IS3- parce que IS1 et IS3, c'était le même gène. Mais par contre, pour URA2, j'aurais eu de la complémentation fonctionnelle. Et pareil pour TRIP1. OK? Donc, voilà le résultat que j'aurais obtenu si les mutants 1 et 3 avaient été mutés dans le même gène. Ou dans un même gène. OK? Donc, vous voyez qu'ici, dans le deuxième cas, je n'avais pas de complémentation. Donc, j'avais un phénotype histidine-. Je vais vous noter. Histidine-, ce qui me dit pas de complémentation fonctionnelle. Je vous abrège en CF. Donc, les deux mutants sont mutés dans un même gène. Sont mutés dans un même, et pas dans le même gène, sauf si je sais que c'est qu'ils n'ont qu'une seule mutation. Et pour le cas du haut, j'aurais conclu phénotype histidine+. Ah, il ne me le prend pas. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Histidine+. Toc. Donc, complémentation fonctionnelle. Les deux mutants ne sont pas mutés dans un même gène concernant le caractère de croissance en absence d'histidine dans le milieu. Hop. Donc, voilà les deux cas possibles que vous pouvez rencontrer. Et vous voyez, l'intérêt d'avoir introduit cette mutation TRIP1 ou URA- chez chacun des haploïdes, c'est de pouvoir contre-sélectionner ici, sur ce milieu, les haploïdes qui seront plus capables de croître puisqu'il n'y a pas de tryptophane et il n'y a pas d'uracile, donc les haploïdes ne sont pas capables de former de colonies. Alors, effectivement, pour un TCF, on n'utilise que des mutations qui ont un effet récessif. Et de la même manière, les marqueurs qu'on va utiliser pour contre-sélectionner les haploïdes, pour les éliminer sur le milieu de sélection des diploïdes, eh bien, ce sont des marqueurs qui confèrent un phénotype qui est récessif par rapport au phénotype sauvage. Sinon, ça ne peut pas marcher. Okay. C'est pour ça que je vous l'ai mis sur la diapo d'avant. Je vais effacer ce qu'il y a sur cette diapo, si ça vous va. Comprenez bien que c'est les deux cas possibles. Premier cas, il y a pas de complémentation. Deuxième cas, il n'y a pas de complémentation. Excusez-moi, monsieur, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Déjà, quand du coup on fait, pour voir tous les haploïdes et diploïdes, qu'on les met sur une culture MO plus histidine, du coup ça va tuer tous ceux qu'on MAT A et MAT alpha, enfin trypto- et URA-. C'est ça. Et après sur la réplique, ça va sélectionner. En fait, je vois pas ce qu'il y a la barre. C'est quoi, c'est M0?
C'est M0, ouais, tout à fait. Là, après, c'est le protocole classique que vous avez déjà vu auparavant, hein. Oui, oui, mais en fait, je comprends pas du coup le fait Vous avez un diploïde, vous sélectionnez le diploïde sur la première étape, M0 plus histidine. Okay. Ouais. Vous contre-sélectionnez les haploïdes, en fait. C'est ça que ça veut dire, sélectionner les diploïdes. Hein. C'est-à-dire et empêcher les haploïdes de former des colonies, ne laisser que les diploïdes former des colonies. Quel que soit le phénotype par rapport au caractère histidine. Okay. Mais en fait, j'ai pas compris comment on voit les appels et les diploïdes, parce que du coup, pour moi, j'ai pas compris, parce que du coup, s'ils sont le premier cas que vous avez écrit avec la complémentarité, du coup, la complémentation. Oui, pardon, complémentation, du coup, j'ai pas compris comment on fait si c'est diploïde ou haploïde, parce que pour moi, ils sont tous pareils, enfin, ils sont tous diploïdes en complément, enfin. Alors, vous voyez pas la différence entre les deux génotypes que j'ai notés en bleu? Si, ça j'ai compris, enfin, je pense avoir compris, mais du coup, dans les deux cas, enfin, le premier cas, j'ai pas compris le premier cas. Enfin, en fait, j'ai compris les deux cas, mais du coup, j'ai pas compris dans les deux cas comment on sait si c'est haploïde ou diploïde. On sait que c'est un diploïde parce qu'il n'a pas besoin d'uracile et de tryptophane dans le milieu pour former une colonie. Ouais. Et il ne pouvait pas y avoir de diploïde uracile et tryptophane ou je sais pas. Et les diploïdes, ils sont En fait, vous voyez, j'introduis par MAT-A une mutation dans un gène impliqué dans la synthèse du tryptophane et par la MAT-alpha, une mutation qui est impliquée dans la synthèse de l'uracile. Donc là, quand je mets que le MAT-A, il est trip-, ura+, c'est sous-entendu. Et le MAT-alpha, il est ura-, mais il est trip+. Et en les croisant, comme ura- est récessif par rapport à ura+, et trip- récessif par rapport à trip+, c'est comme ça que j'ai sélectionné les mutations que j'ai utilisées là. Et ben, je suis certain que sur ma boîte de sélection des diploïdes, mes diploïdes vont être capables de croître parce que le phénotype ura+ et le phénotype trip+ sont dominants, pardon. Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin pour mon diploïde d'avoir de l'uracile et du tryptophane pour qu'ils forment des colonies. Et par contre, mes haploïdes, je sais qu'ils sont trip- ou ura-, donc ils ne sont pas capables de croître parce que je n'ai pas mis de tryptophane et d'uracile. Okay. D'accord. Donc, du coup, dans la boîte de Petri, il y a bien quand même des diploïdes de tryptophane et d'uracile. Alors, je n'ai pas entendu la fin de votre phrase. Il y a bien des diploïdes? De tryptophane plus et de ura+. Ouais, c'est ça. En fait, là, Ouais. les diploïdes, ils sont tous ura+, trip+. Okay. Grâce à ce que j'ai... Attendez, je vais arrêter. Mais du coup, histidinement, c'est récessif ou c'est dominant? Eh bien, ça, on ne le sait pas à l'avance. Donc, c'est l'intérêt de faire cette réplique sur M0. D'accord. On va voir si les colonies sont capables de se former. Si tous les diploïdes sont capables de former des colonies en M0, ça veut dire que le phénotype histidine plus, il est quoi? Il est histidine plus. Non, ça veut dire que le diploïde sera histidine plus, exactement. Et du coup, en fait, en Ça fonction veut dire que de donc ça, il y a les histidine deux plus, cas que vous avez écrits, si c'est génétiquement, enfin, les deux cas. C'est ça? Le cas que vous avez écrit en bleu à côté. ça, c'est juste le test du phénotype, le test de dominance récessivité par rapport au phénotype histidine plus. Et comme c'est un TCF que je fais, là, je croise deux mutants histidine moins ensemble. Mon M0, mon test que je fais là avec la réplique, c'est savoir s'il y a complémentation fonctionnelle ou pas. Okay. Si mes colonies ne sont pas capables de se former, ça veut dire que mon diploïde il est histidine moins, donc ça voudra dire que je n'ai pas de complémentation fonctionnelle, et donc les mutants 1 et 3 sont mutés dans un même gène, impliqués dans la synthèse de l'histidine. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Ouais. Après, par contre, j'ai une autre chose que j'ai toujours pas compris, c'est la différence entre un même gène et le même gène. Ok, la différence, c'est que prenons l'idée où vous croisez le mutant 12 par le mutant 1. Vous n'allez pas avoir de complémentation fonctionnelle parce que le mutant 12, il sera muté dans un gène et dans un deuxième gène, et il n'y aura qu'un qui sera en commun avec le mutant 1. Mais du coup, il sera homozygote mutant pour ce gène qu'ils ont muté en commun. Donc, il n'y aura pas de complémentation fonctionnelle. Donc, on ne saura pas faire la différence entre deux mutants qui sont mutés dans un même gène
et qui peuvent porter d'autres mutations en plus, ou deux mutants qui sont mutés que dans un seul gène de la voie de biosynthèse de l'histidine. Dans le même gène, du coup. Oui, dans ce cas-là, le même gène. Donc, si on sait que les mutants sont des simples mutants, pour l'histidine, pour la voie de biosynthèse de l'histidine, alors, s'il n'y a pas de complémentation fonctionnelle, on pourra conclure qu'ils sont mutés dans le même gène. D'accord, c'est bon. Mais à partir du moment où il peut y avoir plusieurs gènes mutés, ben, on est obligé de dire dans un même gène, parce que c'est suffisant d'avoir une mutation dans un même gène et d'avoir des mutations dans d'autres gènes différents pour ne pas avoir de complémentation fonctionnelle. Mais du coup, ça sera donné dans les motifs. On ne peut pas savoir si un mutant est... Si vous ne savez pas, vous dites dans un même gène. Comme ça, vous ne prenez pas de risque. Merci, monsieur. Je vous en prie. Alors, Zoé, le IS+ est sur un gène est apporté par l'autre qui n'est pas moi. Ok, c'est bon. C'est bon, Zoé. Donc, ça a répondu normalement à votre question, Audrey. Si ce n'est pas clair, vous me le dites. Monsieur? Oui, je vous écoute. Mais, du coup, j'ai pas bien compris à quoi ça sert, en fait, tout ça. Ok. Alors, ça sert, là, ce que je vous montre plusieurs choses d'un coup. Premièrement, comment sélectionner des diploïdes en utilisant la complémentation fonctionnelle. Voilà, vous voyez le monstre. Corentin, tu me laisses travailler, s'il te plaît? T'as faim. Il a faim, le pauvre enfant. Il reste encore une demi-heure. Dans une demi-heure, tu manges. Donc, je vous disais, la première chose, c'est utiliser la complémentation pour sélectionner les diploïdes. Et ça marche pour ce qu'on a vu avant. Corentin, tu les distrais. Ils ne vont pas pouvoir se concentrer sur leur travail. Et la deuxième, et moi non plus, je ne vais pas pouvoir me concentrer. Et la deuxième chose, c'est le test de complémentation fonctionnelle qu'on utilise ici dans la deuxième partie, okay, quand on fait la réplique. Donc, ce qu'il y a en bas de la diapo, c'est mon test de complémentation fonctionnelle. Et ce qu'il y a dans le haut de la diapo, c'est l'utilisation de la complémentation fonctionnelle pour sélectionner les diploïdes. Est-ce que c'est plus clair, Zoé? Ou pas? Ok, super. Donc, ça veut dire que ce qu'il y a en haut, c'est ce qu'on aurait eu sur les diapos précédentes. Alors, je vais essayer de sortir de mon diaporama. Comment j'en sors? Arrêtez le diaporama. On va remonter bien en arrière. Vous voyez, on est à la diapo 214. Hop. Où est-ce que j'ai fait ça? Oh, c'est bien avant. Voilà. Vous voyez ici, milieu permettant la sélection des diploïdes. Ce milieu permettant la sélection des diploïdes, c'est un milieu qui est permis grâce à d'autres mutations qui n'ont pas été mentionnées ici. Par exemple, imaginons, celle-ci, elle serait le signe moins, et puis celle-ci, avec une mutation qui confère un phénotype qui est récessif par rapport à leucine plus, et puis celle-ci, elle serait isoleucine moins. Okay, ça veut dire que ici, on aurait rajouté de l'isoleucine. Ici, on aurait rajouté de la leucine. Là, dans ce milieu, on aurait rajouté à la fois leucine et isoleucine. Et là, par contre, je n'aurais mis ni leucine ni isoleucine, ce qui m'aurait contre-sélectionné mes haploïdes et qui m'aurait permis d'obtenir que des diploïdes. Okay, donc, c'est ça qu'il y avait de caché sous milieu permettant la sélection des diploïdes. Alors, je reviens à la question de Audrey, parce que visiblement, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Si ce n'est pas passé pour Audrey, c'est probablement pas passé pour d'autres. OK. J'en étais à 243, je crois, quelque chose comme ça. Non, beaucoup moins. Si, 243. Non. Hop. 213, 214, voilà.
Donc, la question d'Audrey. Je crois que je n'ai pas compris les histoires des histidines moins. Ils sont tous les deux histidines moins et ils sont haploïdes. Comment ils vont apporter un allèle histidine plus? Parce qu'en fait, ils sont histidine moins, mais il n'y a pas qu'un gène qui gouverne le phénotype histidine moins ou histidine plus, le caractère histidine moins ou histidine plus. OK? Donc, votre mutant 1, en fait, ici, il est muté dans un des nombreux gènes qui est associé, qui est impliqué dans la synthèse de l'histidine. Donc, il est IS1-, mais il est IS2+, IS3+, etc. Et puis, l'autre mutant, ce qu'on a vu, c'est qu'il était... Alors, dans le tableau, on avait vu qu'il était muté dans un autre gène. Donc, on va dire qu'il est IS1+, IS2+, IS3-, etc. OK? Donc, ça veut dire qu'il apporte une copie sauvage de ce qui est muté chez le mutant 1, et le mutant 1, il apporte une copie sauvage de ce qui est muté chez le mutant 3. Donc, on a de la complémentation. OK? C'est bon pour vous ou pas? Exactement, l'un comble le déficit de l'autre parce qu'on s'intéresse qu'à des mutations qui confèrent un phénotype récessif. OK? Et pas à des mutations qui confèrent un phénotype dominant par rapport au phénotype sauvage, parce que sinon, évidemment, ça ne marcherait pas. OK? Et ça, c'est vraiment le truc que vous devez vous mettre en tête, parce que forcément, on va vous poser des questions pour vous piéger là-dessus. OK? Attention, la limite du test de complémentation fonctionnelle, c'est qu'il faut s'intéresser qu'à des mutations qui confèrent un phénotype récessif par rapport au phénotype sauvage. OK. Si on est bon là-dessus, je vous propose de remonter en arrière dans le cours pour ce que je n'avais pas pu vous faire précédemment. Du coup, pour trouver le nombre de mutants IS- quand on a une mutation sur le même gène, on fait un crible négatif après tout ça. Je ne comprends pas exactement ce que vous voulez dire par là, Romain. Pour trouver le nombre de mutants IS-. Alors, ce que je vais faire, je ne comprends pas bien la question, mais je vais vous expliquer la façon dont ça se passe en recherche, en général, quand on s'intéresse à un caractère. Imaginons, je cherche des mutants impliqués, enfin, je cherche à identifier des gènes impliqués dans la synthèse de... je vais couper ma caméra, ça empêchera mon fils de faire son intéressant derrière. Hop. On s'intéresse aux gènes qui sont impliqués dans la synthèse de l'histidine. On essaye de les identifier. Qu'est-ce que je fais? Déjà, je vais partir d'une souche qui est histidine plus. Je vais faire une mutagénèse, donc je vais irradier mes mutants. Enfin, je vais irradier ma souche sauvage, pardon. Je vais faire un crible négatif, donc je vais être obligé de faire une étape d'enrichissement. Donc, j'irradie. J'attends que mes levures arrivent à un stade stationnaire. Je les précipite, je les rensemence dans un milieu qui va permettre seulement aux sauvages de proliférer et je vais rajouter de la mycostatine qui va tuer une bonne partie des sauvages, 99,9% des sauvages, à peu près. Ce qui survit est enrichi en mutant histidine-, puisque j'ai tué beaucoup de histidine+, enfin de phénotype histidine+. Ces mutants-là, je vais les identifier en les mettant sur milieu M0 plus histidine et en faisant une réplique sur milieu M0. Les colonies qui se formeront sur milieu M0 plus histidine, mais qui ne se formeront pas sur milieu M0, seront les levures de phénotype histidine-. OK? Je fais, à partir d'un Erlenmeyer, je sélectionne un mutant. Et je recommence l'expérience avec un deuxième Erlenmeyer que j'irradie, je fais l'étape d'enrichissement, l'étalement sur boîte de pétri, les répliques, je sélectionne un nouveau mutant, etc. Et je vais sélectionner comme ça un grand nombre de mutants indépendants, puisqu'ils sortent de mutagénèse indépendante. Et à partir de ces mutants, je vais les croiser les uns avec les autres pour identifier le nombre de gènes qui ont été mutés parmi tous mes mutants. OK? Donc, première étape, je dois vérifier que tous mes mutants, ils ont un phénotype qui est récessif par rapport au phénotype sauvage. Donc, je les croise par la souche sauvage. Je regarde le phénotype chez le diploïde. Toutes celles qui ont un phénotype récessif, je les croise ensuite par
entre elles et je cherche à voir si elles complémentent ou pas. C'est-à-dire si elles sont mutées dans un même gène. Et avec ça, comme ça, je vais pouvoir identifier un certain nombre de gènes et pouvoir dire, ben voilà, imaginons, j'ai 7 groupes de complémentation, je pourrais dire, il y a au moins 7 gènes impliqués dans la biosynthèse de l'histidine. Je vais pouvoir voir quels gènes, en regardant ce que font les diploïdes que je vais avoir générés, je vais pouvoir regarder, après sporulation, si le nombre de... alors déjà, je vais étudier la sporulation du croisement, enfin du diploïde issu du croisement entre le mutant et la souche sauvage pour voir le nombre de gènes mutés dans chaque souche. Et quand j'ai des simples mutants que je croise ensemble, eh ben, je vais pouvoir étudier la sporulation des diploïdes pour voir si les 2 gènes sont liés ou pas, en regardant la fréquence des gamètes recombinés. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette démarche? C'est peut-être un petit peu compliqué, peut-être on pourrait l'écrire. Est-ce que je peux créer une diapo là? Nouvelle diapo. Juste ma dernière phrase, ouais. Hop. Ça veut dire qu'il faut que je me souvienne de ce que j'ai dit. Vous êtes dur avec moi. Donc, démarche pour identifier les gènes impliqués dans la synthèse de l'histidine. Okay. Donc, j'ai dit une mutagenèse avec enrichissement et crible négatif. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour obtenir un mutant. Okay. Répétition n fois du protocole pour obtenir n mutants indépendants. Croisement des mutants par une souche sauvage pour identifier les mutations conférant un phénotype histidine moins récessif par rapport au phénotype sauvage. Ok, on peut étudier croisement, étude de la sporulation des spores générés par ce diploïde pour identifier s'il s'agit de simples mutants. Ok. Il n'est pas content parce qu'il manque un tréma. Croisement des mutants conférant un phénotype récessif par rapport au phénotype sauvage entre eux pour faire le test de complémentation fonctionnelle qu'on abrège en TCF. Ok. Et ça me donne un certain nombre de groupes de complémentation. Attention, dites pas complémentarité, parce que j'ai entendu tout à l'heure, mais vous le dites très très souvent. C'est de la complémentation fonctionnelle
qui correspond au nombre minimum de gènes impliqués dans la synthèse de l'histidine. Et dernière étape, étude des spores, je vois que j'ai fait des fautes de frappe, excusez-moi, des spores générés par ces diploïdes pour étudier la liaison génétique ou l'indépendance génétique des gènes identifiés. OK? Donc voilà, tout ça, je vous mettrai la diapo, je vais vous la rajouter, ouais. Tout ça, c'est ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Okay, c'est tout ce que vous avez vu chez l'alvure. C'est la même démarche. Et une fois qu'on a fait ça, on a vu tout ce qu'on va voir avec l'alvure. Okay, j'en ai fini avec l'alvure, là. Je vous ai fait tout ce que je voulais vous montrer. OK. Donc, je vous mettrai cette diapo. Peut-être peut-être j'essaierai de vous faire un truc un peu plus joli et élégant que ça, mais voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Tu fais attention, Corentin, c'est cassé, tu vas te couper. Parce que vous l'avez fait tomber. Oui. C'est clair. OK, c'est super. Alors, puisqu'il ne reste que même pas 5 minutes, je ne vais pas commencer la suite du cours. OK. Ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions si vous aviez des questions sur le test que vous avez fait tout à l'heure. Tout à l'heure, au début, il y avait des questions, mais je les ai zappées du coup. Attention, Corentin, tu vas te couper, je rigole pas. Pose ça, s'il te plaît. Donc, mis à part le petit souci dans un énoncé de question où il manquait la dilution, le degré de dilution qu'on voulait, vous ne pouviez pas deviner du coup la réponse. Tu laisses où c'est, Corentin? OK. Je ne vois pas d'autres questions. Si vous n'avez pas de questions, je vous laisse. Hein. Je sais pas. Ah si, il y avait Maxime qui répondait à Mathias, mais je n'ai pas vu la question de Mathias. Ah si, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi les levures lactose moins ne peuvent pas proliférer sur M0 plus lactose. Alors, les lactose moins peuvent proliférer sur M0 plus lactose. Elles peuvent puisqu'il y a du glucose dans le M0. Donc, les lactose moins, si vous faites du M0 plus lactose, elles prolifèrent, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas le milieu qu'on va utiliser pour les contre-sélectionner. En fait, ce qu'on va vouloir faire en général, alors je ne sais plus comment était tournée la question, mais les M0, les lactose moins, elles ne prolifèrent pas sur M0 entre parenthèses lac. C'est-à-dire que quand on remplace le glucose, c'est ça que veulent dire les parenthèses, par du lactose, quand il n'y a pas d'autres sucres que du lactose, elles ne sont pas capables de proliférer. Donc les M0, les lactose moins ne peuvent pas proliférer sur milieu M0 entre parenthèses lac, mais elles peuvent proliférer sur du M0 ou du M0 plus lac. Voilà, le lactose étant une source de carbone, effectivement. Monsieur, du coup… Non, tu vas en bas, s'il te plaît. Oui, je vous écoute, excusez-moi. Désolée. Alors, du coup, pour le QCM, donc, je pense qu'il y avait une erreur puisque c'était considéré comme fausse cette réponse, comme pour le saccharose lors du deuxième QCM. Ok, je vérifierai ça. Et aussi, j'avais une question concernant la méiose et la mitose. Ouais. Apparemment, j'ai pas compris l'une des réponses. En fait, il y avait écrit la méiose et la mitose des cellules diploïdes en temps commun de générer 2 cellules contenant des chromosomes n'ayant qu'une chromatide. Et c'était considéré comme faux et je n'ai pas compris pourquoi. Parce que la méiose, ça donne 4 cellules. Ah, ok, merci. Alors, oui, je vous écoute.
Moi, j'ai eu une question où, en gros, donc il y avait le schéma avec des levures qui étaient IS+, et IS-, qu'il fallait sélectionner les IS-. Et en fait, il y avait donc des milieux A, B, C, D, E. Et à un moment donné, il fallait cocher, visiblement, donc en gros, les milieux C et E devaient être identiques. C étant le milieu liquide où on rajoute la mycostatine et E étant le dernier milieu à la fin. Et je comprends pas pourquoi ils sont identiques parce que sur E, donc le tout dernier, là où on fait le crible négatif, Il n'y a pas de on... mycostatine. oui, il n'y a pas de mycostatine. Non, vous avez raison, c'était pas identique. C'est une erreur de ma part. Parce que du coup, je ne l'ai pas coché et donc bah, c'est. Ouais, non, vous avez raison. Vous avez raison, c'est pas les mêmes milieux puisque dans le C, il fallait mettre de la mycostatine. Tout à fait. D'accord, bah, du coup, elle est considérée comme, Ouais, je vais revenir dessus. comme vraie. Et du coup, j'avais une dernière question aussi qui n'a rien à voir, c'est une autre question. C'est je ne comprends pas pourquoi le crossing over permet la recombinaison entre des gènes situés sur un même chromosome. Le crossing over, ça marche que pour des gènes qui sont sur un même chromosome, ça marche pas pour des gènes qui sont sur des chromosomes différents. Oui, mais des chromosomes homologues, non? C'est-à-dire de brins différents. Oui, donc le chromosome 1, par exemple, Oui, mais du coup, les deux brins. d'origine paternelle ou d'origine maternelle. Ouais, les deux. Et donc, en fait, quand on dit un chromosome, ça peut être deux brins différents. Parce que moi, je l'entendais plus en mode, donc, enfin, comment dire, le même chromosome, le même brin, vous voyez? Oui, je comprends. Je comprends. Donc, on peut dire un même chromosome pour. Ouais. Oui, tout à fait. Bon, ok. Bah, merci. Je vous en prie. Alors, oui, je vous écoute. Excusez-moi. Il y a pas mal de questions sur les dilutions. C'est toujours la même chose. Une dilution au cinquième, vous mettez un volume de ce que vous voulez diluer et 4 volumes de ce qui dilue. Une dilution au tiers, vous mettez 1 et 2 volumes. Et une dilution au quart, vous mettez un volume de ce que vous voulez diluer et 3 volumes de ce qui sert à diluer. Ça, c'est pour répondre aux multiples questions sur les dilutions. Je vous écoute, madame. Allô? Oui. Attendez, parce que là... Bonjour, monsieur. Ok, je vous écoute. J'ai une question sur la sélection des histidines moi aussi. J'ai eu la même question et j'ai deux bonnes réponses. Enfin, j'ai sélectionné deux bonnes propositions. Ouais. Pourtant, j'ai droit à 0 bonne réponse. Et en plus, ils nous disent dans les réponses correctes que justement, C et E doivent être identiques. Oui, c'est une erreur de ma part, ça. C'est une erreur de codage. Ne vous inquiétez pas. Et j'ai quand même 0 sur la question, je ne comprends pas, alors que j'ai quand même sélectionné deux bonnes. Alors, les bonnes réponses sont marquées avec des points positifs et les mauvaises réponses avec des points négatifs. Donc c'est logique. Je vous l'ai mis au test 1 et au test 2, c'est toujours la même chose. Il y a un point distribué entre les bonnes réponses et un point négatif entre les mauvaises. Donc, imaginons, il y a 3 bonnes réponses et 2 mauvaises. Chacune des bonnes réponses vaudra un tiers de point et les 2 mauvaises vaudront chacune un demi-point négatif. Le problème, c'est que j'ai eu qu'une seule mauvaise réponse là-dessus. Oui, ben, je vous inquiétez pas, de toute façon, le truc, il calcule tout seul. Donc, aux erreurs de codage près, c'est bon. Et moi, je vais revenir sur le codage tout à l'heure, dans l'après-midi. Et je vais relancer une correction. Donc, vous pourrez voir derrière si c'est corrigé, enfin, ce que vous avez. OK? Ok. J'ai aussi une dernière question, c'était par rapport au test de Ki2. Ouais. Il me semble avoir bien aussi, parce que j'ai quand même trouvé un Ki2 égal à 4,16. Le degré de liberté, ça c'est sûr, c'est égal à 3. Pourtant, ils disent si le Ki2 observé est supérieur au Ki2 seuil, je ne rejette pas l'hypothèse. Alors que dans ils disent dans les propositions vraies, si le Ki2 observé est inférieur au Ki2 seuil, je ne rejette pas l'hypothèse. Je comprends pas en fait. J'ai mon fils qui fait l'idiot à côté de moi et qui commence à m'agacer sérieusement. D'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, je vous envoie un mail personnel. Ouais, je veux bien. Et puis sinon, on voit ça en début de cours lundi prochain, si vous voulez. D'accord, je peux patienter. Je vais me débarrasser de lui d'ici lundi.
Monsieur, Oui, je vous écoute. j'ai une question qui est peut-être totalement bête, mais dans l'exemple de levure sérine moins, j'arrive pas à comprendre pourquoi elle prolifère pas sur un milieu MO. J'ai pas compris quelle levure. Une levure sérine moins. Sérine moins, elle prolifère pas sur milieu M0 parce qu'il n'y a pas de sérine dans le milieu. Elle n'est pas capable de fabriquer de la sérine, donc elle ne peut pas faire de protéines. Ah ouais, parce que je pensais que du coup, le glucose, ça suffisait, mais non, pas du tout. Ok. Non, du tout, du tout, du tout. Si vous avez un sucre moins, okay, il y a lactose moins, rhabinose moins, etc. Là, oui, M0, ça marche parce qu'il y a du glucose dedans. Ouais. Mais si c'est un acide aminé ou une base pyridine moins, ou purine moins, ou uracile moins, etc., ou un acide aminé moins, là, il faut rajouter dans le milieu ce qui les cellules, c'est pas fabriqué. Ouais, je me suis embrouillée. Merci, mutant monsieur. de consommation et mutant de production. Okay, et pour revenir sur les Ki2, si votre Ki2 observé est plus grand que le Ki2 seuil, on rejette l'hypothèse. Le Ki2, c'est une mesure d'écart entre l'observation et ce qui est attendu en théorie, d'après votre hypothèse nulle. Votre hypothèse, c'est que c'était une distribution équiprobable, en l'occurrence, pour vos Ki2 que vous faisiez. Donc, un quart de chacune des 4 catégories, ou un tiers de chacune des 3 catégories, ou un cinquième de chacune des 5 catégories. Ça, c'était l'hypothèse qu'on prenait. Si vous avez exactement cette distance, ce résultat-là, votre Ki2 il est égal à 0, le Ki2 observé. Okay. Ce qui n'était jamais le cas. Okay. Dès que vous avez un Ki2 qui devient grand, plus il est grand, plus vous vous éloignez de la valeur théorique attendue si votre distribution était identique à la théorie. Et le Ki2 seuil, il sert à trancher à partir de quand on peut rejeter. Le prochain QCM, il est normalement jeudi prochain. Monsieur? Oui. À propos du crossing-over, oui. C'est un mécanisme de passage inter ou bien c'est intrachromosomique? Intrachromosomique. Il ne peut pas y avoir de crossing-over entre des gènes qui ne sont pas sur le même chromosome. Ok. Monsieur. Je vous mettrai un petit mail pour les questions, jusqu'où aller, pour que vous sachiez, pour que vous puissiez vous débrouiller. Mais normalement, tout ce qu'on a vu en cours là peut faire partie du. Monsieur. Oui, je vous écoute. Si c'est LAC-, c'est que ça ne peut pas consommer de lactose, c'est ça. Donc, si on remplace du glucose par du lactose, forcément, il n'y a pas de croissance. On est d'accord. Monsieur, oui. J'ai une question sur on dit que le gène porté par le chromosome X, je ne comprends pas pourquoi il est Alors, un gène porté par le chromosome X, chez les femmes, il peut être il est toujours en 2 exemplaires. Il peut être homozygote si les 2 exemplaires sont identiques, ou hétérozygote si les 2 exemplaires, les 2 allèles sont différents. Chez l'homme, par contre, il n'y a qu'une copie, donc c'est forcément hémizygote. Et monsieur, c'est quoi autosomique? Autosomique, ça veut dire qui a trait à un chromosome qui n'est pas un chromosome sexuel. Donc, ça ne peut pas être autosomique. En fait, tout ce qui n'est pas porté par un chromosome sexuel est autosomique. On l'a vu notamment en génétique humaine, si vous vous souvenez, avec les 4 types de ségrégation possibles. Autosomique dominant, autosomique récessif, lié à l'X dominant, lié à l'X récessif. Enfin, les 4 possibles, les 4 que je vous ai présentés. Ils sont les plus fréquents. Monsieur, ouais. J'ai une question par rapport à la dilution. Pour moi, ma question, c'était une dilution au tiers. Et la bonne réponse, c'était j'ajoute 20 microlitres de milieu de culture à 100 microlitres de la culture. Donc, on fait 200 microlitres fois un tiers. C'est ça non. Pour le calcul? Vous rajoutez 200 à 100 ou 20 à 10. C'est-à-dire que vous avez 10 au départ et à la fin, vous avez 30. Le facteur 3, il est entre le début et la fin. J'ai pas compris. On fait 200 fois plus 100. Imaginons que vous voulez diluer 100 microlitres d'une solution. Vous rajoutez 200 microlitres. Parce que 100 plus 200, ça donne 300. Donc, vous avez 1 au départ et 3 à la fin.
100 au départ, 300 à la fin. Du coup, on fait 200 plus 100, ça nous fait 300. Donc, on fait 300 divisé par par 3, pardon. Et donc, on a la quantité qu'il faut rajouter pour diluer. Alors, si vous... Plus exact... Enfin, je ne suis pas sûr de... C'est juste pour la méthode pour calculer. La méthode pour calculer, elle est simple. Vous voulez diluer au 1 sur n. Oui. Okay. Vous rajoutez, vous avez votre volume de départ, V, vous faites n moins 1 fois V. Et c'est ça que vous devez rajouter. D'accord. OK, donc si vous faites une dilution au dixième, vous rajoutez 9 volumes à un volume. Si vous faites une dilution au centième, 99 volumes à un volume. Au quart, 3 volumes à un volume. D'accord. Merci. C'est important. Monsieur? Oui, je vous écoute. J'ai une question. On a dit par rapport à la méiose, elle permet un passage intrachromosomique par l'alignement aléatoire des chromosomes le long de la plaque métaphasique. C'est faux. Ben, c'est interchromosomique. L'alignement, le brassage interchromosomique, c'est l'alignement sur la plaque métaphasique. Le brassage intrachromosomique, ce sont les crossing over qui en sont responsables. Donc, oh là là, c'est pas la même chose. Eh non, intra et inter, c'est pas la même chose. Non, je sais que intra et inter, c'est pas la même chose, mais je parle du crossing over et par rapport à la méiose aussi. Alors, le crossing over, ça intervient dans la méiose, en méiose 1. Oui. Et c'est quand les chromosomes homologues sont appariés l'un en face de l'autre, qu'il peut y avoir en français, on parle d'enjambement, en anglais crossing over, qu'il peut y avoir ce crossing over où on va avoir une molécule d'ADN qui va se retrouver, enfin les deux chromatides de deux chromosomes différents vont échanger du matériel, si vous voulez. Un bout de chromatide associé à un bout de l'autre chromatide et réciproquement. Oui, mais du coup, c'est entre deux chromosomes, non? De la même paire. Oui, deux chromosomes homologues. Oui, c'est ça. Ah ben, quand on dit que c'est... Donc, ça affecte un chromosome. Ça affecte un le chromosome 1 ou le chromosome 2 ou le chromosome 3, etc. Vous avez dit que tout à l'heure que c'est intrachromosomique. Oui, c'est un même chromosome par ses deux représentants, si vous voulez. Ils sont les deux chromosomes homologues de la paire. C'est pas moi qui ai inventé ces notions. Hein. C'est par opposition à quelque chose qui serait sur des chromosomes qui ne sont pas homologues. Okay, le brassage interchromosomique, c'est quand c'est sur des chromosomes qui ne sont pas homologues. Et le intrachromosomique, c'est quand c'est dans la même paire de chromosomes. Ok, d'accord, merci. Monsieur, oui. j'ai une question par rapport au choix du milieu quand on fait une mutagénèse, parce que dans mon QCM, on voulait étudier le phénotype lactose-, et c'est marqué qu'il fallait que le milieu utilisé pour faire la mutagénèse soit M0 lac. Mais dans ce cas-là, les lactose-, ils ne survivent pas. Du coup, je ne comprends pas pourquoi c'est ça qu'il fallait cocher. Attendez, effectivement, la façon dont vous me le dites, je ne suis pas d'accord non plus. Vous me dites, quelle était la question exacte? C'était des levures de phénotype lactose- sont recherchées à partir de levures sauvages de phénotype lactose+. À propos du schéma expérimental, il y avait un schéma et le milieu A, c'était donc le milieu dans lequel on faisait la mutagénèse. Et donc, apparemment, la bonne réponse, enfin, une des bonnes réponses était le milieu A doit être du milieu M0 lac. Mais ça aurait dû être M0 tout court, non? Non, M0 tout court, oui. Et en plus, moi, j'ai eu la même question. Et après, il y a marqué le milieu. Les milieux A et E doivent être équivalents. Et si le milieu A doit être M0 lac, et ben normalement, le E et le A doivent être équivalents. Donc, c'est qu'il y a une des deux questions qui n'est pas bonne. Oui, c'est la première qui est fausse. D'accord. C'est la première qui est fausse, parce que dans le milieu, il faut effectivement que ce soit du M0 lac, puisqu'on fait un crible négatif. D'accord, merci. C'est moi qui m'excuse. C'est de multiples erreurs. Monsieur,
Oui. Je suis désolée, je reviens juste sur le crossing over. Enfin, je vous avais posé la question tout à l'heure, mais avec ce que vous venez de dire à la question d'avant, du coup, ça me pousse à me reposer la question parce que vraiment, j'ai beau tourner la phrase dans ma tête. Je comprends pas pourquoi la bonne réponse, ce serait pas plutôt le crossing over permet la recombinaison entre des gènes situés sur des chromosomes homologues au lieu de dire sur un même chromosome. Parce que vous-même, vous avez C'est dit 2 équivalent. chromosomes d'une paire. Mais c'est équivalent en fait. C'est-à-dire sur le même chromosome. Les gènes, ils sont bien sur le même chromosome. Ils sont tous les deux sur le même chromosome. Ouais, mais comme c'est une question de vocabulaire, enfin, je trouve que c'est confus de parler de un même chromosome, puisque Et physiquement, les gènes, vous êtes d'accord que les gènes, ils sont sur les 2 chromosomes de la paire. ouais, Donc les 2 gènes sont bien sur le même chromosome. bah ouais, mais franchement, enfin, comme Et en le, fait, quand on parle de la localisation d'un chromosome, on dit il est sur le chromosome 1 ou sur le chromosome 3 ou sur le chromosome 4. ouais, Il est bien sûr, sur un homologue. mais comme quand on parle aussi d'un chromosome, vous-même vous l'avez dit, vous avez dit un chromosome ou 2 chromosomes pour parler de la même paire. Quand vous dites un même chromosome dans la question, bah du coup, on a l'impression que vous parlez de physiquement un brin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends, mais vous comprenez bien qu'à partir du moment où je parle des gènes, les gènes, ils sont bien sur un même chromosome. Ouais. Excusez-moi, moi j'ai compris la question de la même manière que Elisabeth, du coup, parce qu'on dirait vraiment qu'on nous dit que la combinaison, elle est entre les 2 gènes, mais elle est entre des chromosomes homologues. C'est Certes, ça, c'est ça. Non, mais la certes, question n'était pas tournée comme ça. bah, on dirait pas, et en plus, c'est quand même sur 0,5. Ouais, ça porte à confusion, c'est vrai. Parce que moi, je l'ai vraiment compris du genre, il y a 2 gènes sur un même brin. Ils sont, je sais pas moi, un en haut du brin et l'autre en dessous du brin, et qu'en mode le gène, il peut se replier sur lui-même pour échanger un bout, quoi. Parce que du coup, j'ai lu la question et je me suis dit, je pense que c'est un piège puisque ça se passe pas comme C'est ça. ça. Je me suis dit pareil. Ouais, je comprends. Alors, je vais vous le dessiner quand même parce que je pense que ce sera peut-être plus clair si je le dessine. Parce que visiblement, mon propos ne passe pas. Donc, vous avez un chromosome. Hop. Vous avez le gène A, le gène B. On est d'accord qu'au moment où on a le crossing over, on a ce chromosome homologue qui est face à l'autre chromosome de la même paire. Et on est d'accord que l'idée, c'est que le crossing over, il va permettre un échange entre 2 chromatides. Deux chromatides. Donc, il va y avoir un crossing over qui va se faire là, hop, et ça va aboutir à un chromosome qui est comme ça, hop, l'autre qui a récupéré ce petit bout, et l'autre chromosome qui a récupéré le bout équivalent. Voilà. On est d'accord que c'est comme ça. Oui. C'est bien ça qui se passe. On est d'accord que les gènes A et B, ils sont bien sur le même chromosome. Oui. Ok. C'est-à-dire que quand vous regardez un génome, vous représentez les gènes, vous allez avoir le gène A, le gène B, le gène C, le gène D, qui sont situés sur un même chromosome. Paf, et puis vous allez avoir un deuxième chromosome. On va avoir d'autres gènes, les gènes X, Y, Z, etc. Ils ne sont pas sur le même chromosome. Ça veut bien dire qu'il y en a un, c'est sur le chromosome 1, par exemple, et l'autre sur le chromosome 2. Okay, mais on raisonne bien par paire de chromosomes quand on parle comme ça. C'est-à-dire que là, j'ai la copie paternelle, et pour ces mêmes gènes, j'ai une copie maternelle, hop, avec les mêmes gènes. Peut-être avec des allèles différents, mais avec les mêmes gènes. Je pense que c'était une question de compréhension parce que vous, dans votre question, en fait, vous parliez de la position physique, tandis que moi, en tout cas, j'ai compris entre 2 entités, par exemple, entre 2 chromosomes homologues ou des chromatides. Ouais, mais en fait, c'est la... Je comprends hein, que ça soit surtout, en anglais confusant, on va dire. Je comprends que ça a été confus pour vous, mais la phrase était correcte. C'est-à-dire c'est comme ça que ça se dit.
Bah, en fait, c'est d'autant plus confus qu'une des propositions dans la même question, c'est permet la recombinaison entre des gènes situés sur des chromosomes non homologues. Donc, il suffisait d'enlever le non et en fait, ça donnait ce que moi j'aurais coché en fait. Exactement. Ouais. D'autant plus que ça, du coup, je pense que c'est une notion qu'on avait. Et celle-là, vous ne l'avez pas cochée. Non, parce que c'est non homologue. Mais du coup, Voilà. si vous aviez mis la même proposition mais avec homologue, sur des chromosomes homologues, bah, pour moi, c'est ça que j'aurais coché en fait. Exactement, pareil. Du coup, je me suis dit, bah, ça doit être une feinte en fait. C'est pas ça. Non, non, c'était pas une feinte. Je comprends, mais voilà. Pour moi, c'était correct à partir du moment où je parlais de gènes. Il n'y avait pas de confusion normalement, puisque les deux gènes, ils sont bien sur un même chromosome. OK ? Et ils sont sur les deux chromosomes de la paire, d'ailleurs. Donc, ils sont sur les deux chromosomes homologues, mais ils sont bien sur un même chromosome. Par opposition à une situation où on aurait eu on va dire, quelque chose comme ça, où on aurait eu le gène A sur ce chromosome-là, et puis le gène B sur ce chromosome-là. OK ? À partir du moment où il s'agit de chromosomes homologues, ils ont les mêmes gènes. Ils n'ont pas forcément les mêmes allèles, mais ils ont les mêmes gènes. Ok, merci. Je vous en prie. Au revoir et bon appétit. Bon appétit, au revoir. J'ai juste une dernière question. Alors, allez-y, dernière question. En fait, quand on dit, même si dans le milieu, parce que là, c'était avec les questions A, B, C, D, E, il y avait l'Erlenmeyer, mais il n'y avait pas marqué une flèche où on disait qu'on rajoutait de la mycostatine ou quelque chose comme ça. Mais donc, moi, je me suis dit, c'est que comme on n'en rajoute pas, ce n'est pas un milieu d'enrichissement, une étape d'enrichissement. Mais en fait, il fallait imaginer qu'on en avait mis. Ouais, je comprends. Mais comme c'est un crible négatif, on est obligé d'en faire. Ouais, parce que sinon, vous allez devoir cribler des milliers de boîtes pour pouvoir trouver un mutant. Oui, d'accord. Okay. Enfin, des milliers, au moins des dizaines de boîtes, voire des centaines. Et comme pour avoir un seul mutant indépendant, il faut faire toute la procédure. Vous imaginez que si vous voulez 10 mutants, enfin, vous en finissez. OK. Oui, bien sûr. Mais je comprends, c'était pas stupide votre raisonnement, hein, mais voilà. Monsieur, on peut plus poser de questions? Allez-y. Si, puisque moi aussi j'en ai une. Vraiment, va falloir arrêter quand même. Ouais, je vous écoute. Ok, oui. Juste par rapport à la question de nomenclature, la drosophile est de génotype black-black. Mais black-black, c'est pas censé être plutôt des phénotypes? Pour ça, moi, ça m'a un peu. Alors, si c'est écrit en italique, ça peut être le génotype, ça peut être le nom du gène qui s'appelle black. Et donc les gènes, ils peuvent avoir des noms un peu même de phénotypes et... Ah ouais, tout à fait, ouais. Ah, ok. Et vous voyez bien les gènes là, je vous ai noté URA1, URA2, c'est les vrais noms des gènes. Hein. Ok, d'accord. Black aussi, c'est un vrai nom de gène, on le verra d'ailleurs dans le prochain cours. Ah, ok, parce que du coup, moi j'ai cru que c'était pour nous tromper avec le phénotype et... Ouais. Ok, bon, merci. Bah, je vous en prie. Monsieur? Oui, je vous écoute. Ce qu'on a fait aujourd'hui en cours sera inclus dans le prochain mini-CC? Oui, tout à fait. D'accord. Et ça durera 10-15 minutes toujours? Ouais, 10 minutes, je pense. D'accord. D'accord, très bien, merci. Je préciserai, je vais pas m'y prendre aussi tardivement que là, normalement. Je vais essayer de les faire d'ici à ce week-end. Enfin, ouais, je vais essayer de les faire d'ici à ce week-end pour que vous sachiez avant lundi ce qu'il y aura au programme du contrôle de jeudi. Très bien, merci monsieur. Je vous en prie. Monsieur, je suis désolée. Ah, okay. J'ai une question, je vous l'ai envoyée par mail la semaine dernière, je l'ai mis dans le chat, c'est un assez gros pavé. Je sais pas, voilà, c'est pour le niveau, au niveau du cours 7-8, la diapo 10. Je ne comprends pas, il y a deux hypothèses. Pour moi, on teste la même chose. Il y a une hypothèse, il y a marqué que c'est pour tester, du coup, si les gènes sont indépendants, donc l'hypothèse de répartition 50-50. Du coup, je ne comprends pas à quoi ça sert l'hypothèse de répartition avec les 4 phénotypes équifréquents. Vous avez le numéro de la diapo réel ou pas? Non, je n'en fais pas. Ok, alors c'était quoi le sujet? C'était le diapo, enfin c'était dans le cours 7-8, la diapo 10. Ouais, mais je vous avoue que moi, je ne sais pas numéroter comme ça dans mon truc. Donc, En fait, c'était au tout début du cours qu'on a fait là, où on faisait les tests de T2 et tout. Ouais, d'accord. Vous ayez expliqué les trucs génétiquement, physiquement indépendants, tout ça. Donc, avant ça. Le premier exemple qu'on a fait en fait. Ouais, je crois que ça doit être. Celui-ci.
Et bah, du coup, il y a en fait, à un moment, on teste. Je sais plus. C'est pour tester, en fait, je comprends la différence entre l'hypothèse de répartition 50-50 et l'hypothèse de répartition des 4 phénotypes équifréquents. Ok, j'ai compris. Donc, votre première question, je vais reprendre ici. Votre première question que vous allez vous poser quand vous analysez la sporulation, donc le produit de la méiose, c'est est-ce que vous avez 2 ou 4 phénotypes? Oui, ça oui. Okay. Pourquoi? La première hypothèse, c'est celle qui est notée sur cette diapo-là, c'est la souche mutante est mutée dans un seul gène qui est pléiotrope. C'est-à-dire, s'il est pléiotrope, c'est lui qui est responsable du phénotype MET-gal-. Oui. Okay. Okay. Si c'était le cas, cette mutation, elle ferait que, s'il n'y avait que cette mutation responsable de cette différence phénotypique entre les deux souches, ça ferait que MET- serait toujours associé à gal-, et gal- toujours associé à MET-. Donc, en gros, on aurait 2 types de spores à l'issue de la méiose, les MET- gal- et les MET+gal+. Oui. OK. Or, on observe 4 phénotypes différents. Des gal+, des MET+gal+, des MET- gal-, des MET+gal+, et des MET-gal+. Enfin, je ne sais plus dans quel ordre j'ai dit, mais enfin, bon, on a les combinaisons qui sont récapitulées ici. Donc, ce n'est pas possible, cette première hypothèse. L'hypothèse la plus simple, ensuite, c'est qu'il y ait un seul gène pour chaque caractère. Qui explique la différence des deux souches. OK. Donc, je teste pour méthionine, pour le caractère méthionine +-. Oui. Et ensuite, je le teste pour gal+, gal-. Mais c'est OK. OK. Donc, ça, c'était ma deuxième question. Et les résultats que j'observe, c'est cohérent avec... Quand j'aurai fini ça. 50% de MET+, 50% de MET-, 50% de gal+, 50% de gal-. La question qui suit, c'est est-ce que le fait d'être MET+ a un impact sur le fait d'être gal+ ou gal-, ou est-ce que c'est indépendant? Autrement dit, est-ce que j'ai autant de recombinants que de parentaux? Si j'ai autant de recombinants que de parentaux, ça veut dire que mes 2 gènes, ils sont génétiquement indépendants. Donc ça, c'est 50-50 là. Alors là, c'est 25-25-25 en l'occurrence. OK. C'est autant de A plus B plus que de A plus B moins, que de A moins B plus, que de A moins B moins. OK. Comme j'ai 4 génotypes possibles, ils devraient être à la même fréquence si les 2 gènes sont génétiquement indépendants. Donc là, vous voyez que vous avez 3 questions. La première, c'est un seul gène qui a un effet pléiotrope. Deuxième question, un seul gène, si je rejette la première, la deuxième, c'est un seul gène qui affecte chacun des caractères, donc 2 gènes en tout, un pour chaque caractère. Et si je peux garder cette hypothèse, c'est est-ce que ces 2 gènes sont génétiquement indépendants ou pas? S'ils sont génétiquement indépendants, je m'arrête là. S'ils sont génétiquement liés, je calcule une distance. Et là, vous avez... Est-ce que vous pouvez mettre la diapo 130? Voilà, du coup, là, on a fait les 4 catégories pour montrer que c'est génétiquement indépendant. Et du coup, celle d'après, ça sert à quoi? Alors, cette diapo-là, elle est redondante avec la précédente. C'est juste que là, c'est les calculs de Ki2 pour appuyer les hypothèses. Oui, mais du coup, si l'hypothèse, on montre que c'est génétiquement indépendant avec voilà, là où il y a votre souris, en dessous, ça sert à quoi ce qu'on fait? L'hypothèse de répartition 50-50. Parce que si c'est 50-50, ça veut juste dire que c'est génétiquement indépendant. Non, parce que si c'est 50-50 pour chacun des gènes, ça ne veut pas dire que ça va être 25 pour chacune des catégories. Prenez l'exemple qu'on a fait après. OK? Regardez là. Si je faisais mes calculs, j'avais donc 62 triple- URA-, 51 triple+ URA+, 976 triple+, 961 URA+. Si je regarde le nombre d'URA+, c'est 961 plus 51. Et c'est bien la moitié de 1948, à peu près. Et si je regarde les triple+, triple-, c'est pareil, 976 plus 51, c'est mes triple+, et le complémentaire, c'est les triple-, c'est bien à peu près la moitié des 1948. Oui. Donc, c'est bien un seul gène pour URA+, pour la différence par rapport au caractère uracile, un seul gène par rapport à la différence pour le caractère tryptophane plus ou moins, mais je n'ai pas autant de chacun des 4 génotypes.
j'ai beaucoup moins des recombinants parce que les deux gènes sont liés. Du coup, on doit faire 2 hypothèses pour montrer juste que c'est indépendant. Du coup, alors je crois que je me suis fait une diapo pour l'année prochaine. Est-ce que je peux vous la montrer? Qu'est-ce que j'en ai fait de cette diapo? Il me semble que j'avais fait une petite diapo. Je m'étais dit, je la montrerai l'année prochaine. Et si je l'ai là. Voilà.